Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Hello Asso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e épisode du Comex de la saison, le premier épisode depuis le remaniement imministériel concocté par Gabriel Attal et qui a donc vu Amélie Oudéa-Castéra hériter d'un super ministère comprenant l'éducation nationale et la jeunesse et auquel sont venus se rajouter les départements ministériels dont elle avait déjà la charge, les sports, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Un super ministère inédit, fruit d'une stratégie politique parfaitement huilée en cette année olympique et qui vient contraster avec la décision prise par Emmanuel Macron il y a 3 ans de cela, de reléguer le ministère des Sports au rang de sous-ministère avec à sa tête à l'époque Roxana Maracineanu. Un remaniement qui interroge donc sur la véritable volonté du gouvernement de faire du sport la grande cause nationale de cette année 2024. Nommer une ministre des Sports, qui plus est ancienne sportive de haut niveau, à la tête d'un super ministère, permettra-t-il de régler une partie des nombreux problèmes soulevés par la communauté sportive olympique? Le sport bénéficiera-t-il réellement du budget beaucoup plus important de l'éducation nationale? Et surtout, est-ce qu'une véritable ligne de conduite sera mise en place dans les prochaines années qui permettront au sport de remplir ses fonctions sociales, culturelles, de santé publique et surtout éducatives? Car oui, le sport se doit de jouer cette fonction éducative. C'est d'ailleurs sur ce principe que s'est construite la grande culture sportive américaine, à laquelle contribuent les universités en leur accordant une place prépondérante dans leurs programmes éducatifs, en finançant les étudiants les plus investis et en accordant une place toute particulière aux sportifs dans leur processus de sélection. Une doctrine qui permet d'ailleurs aux États-Unis de truster très largement les premières places des classements des médailles à chaque nouvelle Olympiade. À l'inverse, en France, beaucoup semblent avoir encore du mal à associer le corps à l'esprit. La place des cours de PS dans les programmes scolaires ainsi que celle du sport scolaire et des rôles des associations sportives en sont la preuve parfaite. Tout comme l'image donnée à certains de nos sportifs de haut niveau. À ce sujet, d'ailleurs, le football ne fait pas exception. Au contraire, même, malgré un semblant de progrès ces dernières années dû notamment à des communications bien huilées, l'image du footballeur dans l'imaginaire collectif reste celle du poncif, du millionnaire décérébré courant derrière un ballon. Pourtant, ces dernières années, de nombreux clubs, à travers leur centre de formation, pardon, ont pris ce problème à bras le corps. Pendant longtemps, les jeunes signaient dès leur plus jeune âge dans des centres, avec l'unique objectif de réussir professionnellement en tant que joueur. Aujourd'hui, ces centres ont diversifié leurs activités en devenant aussi des centres d'éducation pour les jeunes qui les encadrent. Le sociologue Julien Bertrand explique même que ces centres détiennent un quasi-monopole éducatif aujourd'hui. Des classements en fonction de l'éducation dans ces centres ont même été publiés, dans lesquels Troyes, Toulouse et Marseille trustent les premières places. L'OM est d'ailleurs un véritable symbole des progrès réalisés dans ce domaine, puisque le club accusait un véritable retard sur ce sujet-là il y a quelques années. Néanmoins, l'éducation des jeunes footballeurs ne se limite pas uniquement au centre de formation, il est important d'envisager le problème dans sa globalité. Depuis plusieurs années, la Fédération française de football subit de plein fouet les conséquences de certaines dérives du football. Attirés par de nouvelles potentielles sources de revenus, certains éducateurs dévient de leur fonction primaire pour jouer le rôle d'agent chez des enfants ciblés de plus en plus tôt, pendant que d'autres s'imaginent déjà évoluer dans un monde professionnel en imposant à des jeunes joueurs des techniques d'entraînement répondant plus à des logiques de productivité que d'éducation. En parallèle, l'image médiatique des ascensions fulgurantes de jeunes footballeurs professionnels, notamment issus des quartiers populaires, crée de grandes ambitions chez certains parents qui n'hésitent pas à bâcler l'éducation de leurs enfants afin de privilégier l'aspect physique. Bref, tant d'éléments qui complexifient le sujet de l'éducation de nos jeunes footballeurs. Évidemment, en ce début d'année olympique, il est donc essentiel pour le COMEX d'aborder ce sujet-là. Peut-on éduquer nos footballeurs? Sujet donc du 14e épisode du COMEX aujourd'hui. Et évidemment, pour m'accompagner, la crème de l'éducation. Le premier avait trahi sa nouvelle ministre bien avant que celle-ci soit ministre d'ailleurs, en obtenant son bac S spécialité SVT au lycée public Georges Sand de Lemay-sur-Seine. Depuis, il s'est rapproché du centre de Paris, notamment, probablement même avec l'espoir d'inscrire sa petite fille à l'école Stanislas. Comment ça va, JB? Écoute, le professionnel de l'éducation et du met-sur-scène, te salue. Il te salue bien bas. Très bien. Une carrière commencée dans le gratin parisien avant de s'exiler sur la Côte d'Azur pour finir par faire des stories de pâtisserie. L'équivalent philosophique de Mathieu Bodmer, bedaine comprise. Comment ça va, monsieur Thibault Leplat? C'est faux, il est en forme en plus. C'est méchant, ça. En plus, c'est faux et c'est méchant. Donc, Oui, c'était complètement gratuit. On n'avait dit rien sur le physique. C'est vrai, c'est vrai. Des études débutées dans le nord de la France où la spécialité est la moule et finalement terminées à Francfort, ville de la saucisse. Quand on connaît le personnage, c'est tout sauf une coïncidence. David, la grande forme?
À la grande forme, alors moi j'ai une petite anecdote qui est très rapide, c'est que ma première école maternelle s'appelait l'école de Metz. C'est pas l'école alsacienne, croyez-moi, vu les spécimens que j'avais. Metz METZ, ouais. Parfait. Ils ont Et plus un enfin, parcours à la Francisome qu'à la Oudéa ouais, Castéra, c'est pour être ça. honnête. Chacun ses références, hein, on va pas se mentir. Et enfin, une licence et un master en management du sport, 18 expériences dans des entreprises sportives pour finir par mater des concerts de Madonna et faire des podcasts avec des banquiers et des philosophes. Quand est-ce que ça a capoté, Flo, dans l'histoire, là? Moi, je pense que c'est quand mes parents m'ont inscrit en lycée catholique, hein, Ouais, c'est ça, c'est c'est vrai. clairement le Mais moment où respecte ça la a famille capoté. un peu, toi. Ah, j'ai fait Surtout au lycée catholique. toute ma scolarité dans du catholique privé. Voilà. Bah, c'est pas grave, hein, tout le monde n'a pas la chance de faire l'école publique. Ou d'avoir des parents communistes. Exactement. Ce qui est un peu la même chose. Bon, en tout cas, si vous voulez financer les futures études à Stanislas de la petite fille de JB, n'hésitez pas à participer sur notre cagnotte Hello Asso. Vous pouvez faire des dons, ce qui sont évidemment très importants pour continuer à faire vivre ce podcast. Vous avez évidemment tous les liens sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Et puis, si vous pouvez pas, si vous n'avez pas la possibilité de faire des dons, on le comprend parfaitement. N'hésitez pas, dans ce cas-là, à vous abonner sur les réseaux sociaux, à mettre des petites étoiles, des petits pouces ou à en parler auprès de vos proches. Messieurs, notre sujet du jour, peut-on éduquer nos footballeurs? Et je vais laisser JB commencer aujourd'hui. Ah là là. Donc on a ici des grands penseurs. Moi, je vais vous parler des grands footballeurs. On dit souvent que les grands joueurs sont ceux qui pensent le jeu, ceux qui ont été éduqués à le voir autrement. Et puis, bah, aujourd'hui, on a un autre constat qui s'impose, hein. On a des Ousmane Dembélé et puis des Ryan Cherki. Donc il y a un constat, c'est que penser ne s'impose pas et que ça ne se fait pas tout seul, n'est pas Beckenbauer qui veut. On peut donc se demander si on peut aider les footballeurs à penser, à devenir finalement d'autres joueurs et d'autres citoyens. Et donc cette question de peut-on éduquer un footballeur est pas essentielle, elle est nécessaire. Alors évidemment, on a l'exemple, hein, de Guardiola qui va se former avec Bielsa, on a l'apport d'un Denouex sur toute une génération de joueurs, et puis il suffit d'écouter Thibaut Leplat pour savoir à quel point Le Brice et d'autres... La gauche est perdue. Bah, comme Le Brice à Lorient, on se demande si ça va durer encore, hein. Et ce qu'on voit ici, c'est que bah, la fréquentation des talents aide. Alors évidemment, éduquer un footballeur, c'est une nécessité, tu l'as justement rappelé, hein, Val, hein. L'aider dans son activité, le former. C'est une obligation dans les centres de formation. Voir Marseille en tête, c'est quand même une sacrée blague quand on sait le niveau de l'école à Marseille, et pas que public, hein. On peut toujours s'interroger sur la pertinence de ces classements. Mais en tout cas, quand on est footballeur, on doit accompagner le joueur, d'abord pour une raison simple, pas pour qu'il sache voter ou qu'il sache comprendre le monde, mais pour qu'il performe. Et donc, on l'éduque à l'alimentation, à un bon sommeil, hein, sur le modèle d'Haaland et de ses obsessions, ou sur le modèle du Red Bull FC et sa capacité à finalement mobiliser les réflexes du joueur. On fait donc tout pour éduquer le joueur afin qu'il donne la fameuse meilleure version de lui-même, hein. Cette version qui parle tant à flot, hein, cette capacité finalement à se dépasser et à se demander combien de biais on peut enchaîner. Tout ça, bah, ça profite à l'écosystème. Donc on parle de nouvelles méthodes d'entraînement, de pédagogie chez les entraîneurs et les formateurs. On parle de travail sur les tâches spécifiques. Et puis à côté de l'éducation footballistique, il y a ce qu'on appelle l'instruction. Parce que on a beau avoir un ministère de l'Éducation nationale et des sports, avant on appelait ça l'instruction publique. Ça serait peut-être bien qu'on y revienne d'ailleurs. Mais bon, avant ce choc des savoirs, hein, pour paraphraser le président, on va se rendre compte que l'éducation du footballeur, elle est surtout déficiente, superficielle, que généralement elle n'est pas aussi large et générale qu'on l'aimerait, et que bah, celle qu'on prétend être, ou en tout cas venir de l'école, bah, elle est loin d'être associée au footballeur. Il manque souvent d'une éducation comportementale. On ne le prépare pas à l'exercice médiatique, comme d'autres ministres d'ailleurs. On ne le prépare pas aux risques financiers. Je vous parle même pas de la santé mentale. Je vous parle même pas du problème des femmes, hein. Il y a qu'à Giroud où finalement le problème, enfin il y a qu'à Auxerre où Giroud avait tenté de régler le problème. Et donc on se rend compte que la question de l'éducation dans le football, bah, finalement c'est une sorte de question anecdotique dans ce microcosme footballistique, alors que dans le macrocosme, hein, c'est simple, hein, ça fait la une de Libération et puis on en parle même dans Mediapart. Donc on se rend compte que l'idée d'éducation même, elle est difficile, elle est caduque, elle n'intéresse personne. Et puis pourtant, il y a des cas. Il y a Serge Aurier, par exemple, hein, souvenez-vous, hein, des insultes proférées à l'encontre de Laurent Blanc. Il y a Attal, condamné en France, hein, pour incitation à la haine.
et qui, en Algérie, argue du fait qu'une autre géopolitique est possible dès qu'on traverse la Méditerranée. Bon, on va se rendre compte que éduquer et instruire un footballeur, bah, d'abord ça nuit au business et c'est là où, il y a un premier angle, ça parlera peut-être, à David. Éduquer, c'est un coût, hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est aussi une limite parce que si on veut émanciper le joueur, il réfléchit, il se disperse, il pense à autre chose. Il fait une Thomas Meunier, quoi. Il se balade dans les musées. Et donc, on se dit que le prolongement des études, c'est peut-être pas la bonne idée. Alors que quand on regarde les chiffres, on se rend compte que plus le joueur poursuit ses études, plus il est capable de gérer le risque psychologique et de se remettre en question. Mais bon, ça, encore une fois, dans nos sortes de formation, c'est quelque chose qui n'est pas pensé. On se rend compte que là encore, le football est conservateur et que cette industrie va pas faire œuvre d'émancipation, loin de là. Elle va pas favoriser, les beaux et les bons esprits, hein, ceux que forme Thibaut Leplat au quotidien. Elle va au contraire, favoriser l'abêtissement général. Elle va favoriser finalement la génération, qui écoute, la fève, hein, pas celle qu'on trouve dans la galette, hein, mais celle, qu'on trouve sur Spotify. Elle va aller non pas, vers un truc réfléchi, hein, ce truc qu'on qualifiera, d'intello, hein. Elle va refuser la critique parce que tu vois, on préfère l'empirisme du terrain, le côté terre à terre et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. C'est que la question de l'éducation, finalement, elle pose un problème aux footballeurs. C'est que ce qui devrait être une obligation et une opportunité, ce qui devrait rendre le joueur meilleur, ce qui fait que dans certains autres pays, par exemple, on en fait une vraie valeur, hein, en Bundesliga, par exemple. Mais ça, c'est les Allemands, c'est pareil, hein, depuis qu'ils sont passés le siècle, on l'a oublié. Mais dans notre cas, le footballeur, finalement, l'éduquer, ça sert à rien parce que ça le ferait sortir de l'étroitesse de son milieu, de son conservatisme. Ça lui permettrait de remettre en cause Domenech et ça l'amènerait finalement à regarder l'équipe autrement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'épanouissement de l'individu n'a aucun intérêt parce que éduquer, bah, ça fait perdre du pouvoir aux uns et aux autres. Et donc, dans le rapport politique à l'éducation, le footballeur a surtout pas besoin de l'être, sinon il sera plus finalement un gentil salarié consentant, mais quelqu'un qui sera capable de prendre son baluchon, d'aller voir ailleurs et éventuellement de dire non. Merci JB, et je vais laisser Thibaut enchaîner. Est-ce qu'il s'agit d'éduquer ou est-ce qu'il s'agit de former? C'est tout le paradoxe de notre système de formation des footballeurs, qui est inscrit sur alors maintenant on dit académie. On pourrait effectivement parler du campus, maintenant on dit au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je remarque qu'on s'échine à donner des noms de plus en plus sophistiqués pour des enseignements toujours de plus en plus voilà, peut-être pas à la hauteur en tout cas des noms des établissements qu'on essaie de donner. L'académie, je rappelle qu'elle a été créée par Aristote en Grèce. L'académie, c'était simplement le lieu dans lequel on célébrait Académos, qui était un dieu, en fait, qui était je sais plus exactement le dieu de quoi, et qui était un terrain vague qui était à Athènes. Ça s'appelait Académie parce que c'était sur le terrain de l'Académos, c'était autour de la statue d'Académos. Donc voilà, donc l'académie, c'est au départ évidemment un lieu d'enseignement de la philosophie en particulier. Encore une fois, la philosophie a précédé le football. Et donc, je reviens à ce que je disais au début. Est-ce qu'on forme ou est-ce qu'on éduque? Tu l'as évoqué, JB, là, précédemment. Alors, tu fais la distinction éducation-instruction, qui est effectivement une vieille distinction qui date des années 60, 70, quoi, de 68 plus ou moins. C'est mon côté old school, ça. Non, bah, ça, oui. Enfin, je sais pas. Simplement, je dis ça non pas pour le critiquer, pas du tout. Je trouve que effectivement c'est juste. Et dans notre cas précis, ça ajoute la distinction de ce qu'est la formation. Qu'est-ce que c'est que la formation? Qu'est-ce que ça a de différent avec l'éducation? Tu l'as abordé rapidement. La formation, il s'agit de former, c'est-à-dire de donner forme à quelque chose. C'est une action mécanique que l'on mène sur une matière inerte. On va former. Alors, vous avez plein de théories de la formation en philosophie, en métaphysique notamment, bon, chez Aristote notamment. C'est l'idée que quelle forme va-t-on donner au marbre, quelle forme va donner le sculpteur au marbre, à différents types de causes mécaniques, etc., et causes finales. Peu importe, je peux revenir là-dessus simplement pour dire que la formation, c'est d'abord l'action mécanique de donner une silhouette, un contour
à un matériau. Donc il s'agit bien d'une action mécanique. La différence avec l'éducation, tu l'as évoqué. Alors là, je convoquerai Kant peut-être pour les lumières. Qu'est-ce que les lumières? Sapere aude, ose savoir, c'est-à-dire, et ça c'est l'héritage des lumières pour le coup, alors, de la philosophie un peu, mais surtout des lumières, qui est l'idée que l'éducation est là pour émanciper l'individu. C'est-à-dire le sortir de sa condition, le sortir de son univers mental, de naissance, de sortir de son univers culturel, si je puis dire, pour l'ouvrir à d'autres horizons. Donc on voit qu'entre formation, en réalité, et éducation, il y a une contradiction dans les termes. D'où la question de départ. Peut-on éduquer un footballeur? Est-ce que c'est la fonction du centre de formation d'éduquer un footballeur? Est-ce qu'on attend d'un centre de formation qui est là pour reproduire produire des joueurs à la chaîne quasiment, être là pour fournir des futurs salariés du football, donc dans des fonctions très précises, avec un objectif très précis, à savoir l'existence du football professionnel, nourrir le football professionnel, nourrir éventuellement le bilan aussi des clubs professionnels. Et donc la formation a en elle-même cette fonction, j'allais dire, presque mécanique. Il y a ça dans le centre de formation. Et on fabrique des joueurs à la chaîne comme on fabriquait des boulons, des pièces dans les industries qui malheureusement n'existent plus en France, mais qui existaient encore en France il y a encore quelques dizaines d'années. On fabriquait des voitures, on fabriquait des boulons, on fabriquait des magnétoscopes. On fabriquait des choses inertes, mais qui servaient à être consommées sur le marché. Est-ce qu'on a réservé le même destin à nos footballeurs? Est-ce que leur destin est donc d'être consommés sur le marché du football? Il y a dans l'intitulé du centre de formation, et c'est peut-être pour cela que certains ont voulu changer le nom de leur institution, en donnant des noms un peu plus ronflants. Le campus du Paris Saint-Germain, c'est pour moi quand même le sommet de la com absurde. C'est un campus. Aurédou. Un campus Aurédou. Donc, À Poissy. Pas... Le campus Aurédou à Poissy. Voilà. J'ai hâte de visiter le campus Aurédou de Harvard ou le campus McDonald's de Yale. Bon, je pense pas que ça arrivera, mais bon, on est à un niveau de non-sens lexical qui pousse quand même au ridicule. On est quand même très loin de une formation universitaire au Paris Saint-Germain. C'est dire l'image qu'a l'université pour s'imaginer qu'un malheureux centre de formation d'un club professionnel puisse se comparer au moins dans le nom à une université. Enfin, tout ça est absurde. Mais dit quelque chose de la contradiction de départ qui est celle-là. Est-ce que on reproduit des joueurs ou est-ce qu'on est là pour les émanciper? Tu l'as dit, reproduire, on voit très bien l'avantage. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, JB. Les joueurs sont plus malléables, hein, c'est le sens de la formation, au sens propre. Hein, on forme, c'est plus malléable, la matière est malléable, on peut la former comme on veut. Problème, il ne faut pas qu'elle prenne vie, cette matière. Dès lors qu'elle prend vie, ça pose des problèmes, et on voit les problèmes extrasportifs, on voit la difficulté qu'on a. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, effectivement, parce qu'ils pensent qu'ils font de la com. En réalité, bon, ils confient leur com à des gens qui sont certainement au moins aussi instruits qu'eux. Donc, de toute manière, c'est encore pire, peut-être même que si c'était eux qui le faisaient eux-mêmes. Et donc, on voit qu'il y a une perte complète de l'entendement, quoi. L'entendement ne fonctionne pas, l'entendement n'a pas été formé au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'a pas été éduqué. Donc, on a des joueurs qui sont souvent... Alors, moi, je m'en tiens aux témoignages d'agents, de dirigeants, de gens du football qui te racontent ça, qui racontent une forme d'ensauvagement aussi dans les centres de formation, une forme d'ensauvagement auprès des parents aussi. Des parents, on en parle, c'est un débat qui est très présent actuel. Des joueurs qui se transforment en PME à l'âge de 16 ans, donc dont on ne peut pas attendre qu'ils s'émancipent du système, surtout pas. Hein, ce qu'on veut, c'est qu'ils le reproduisent et qu'ils en soient l'émanation propre. Le problème, c'est quand on veut éduquer des joueurs de football, c'est-à-dire quand on veut les émanciper de leur milieu, au sens propre, c'est ça l'éducation, on ne peut pas ne pas remettre en cause l'existence même du milieu dans lequel ils évoluent. Et que je ne sais pas si le football professionnel est prêt, en réalité, à éduquer ces élèves. Parce que quand on parle on brandit les résultats de taux de réussite au bac dans les centres de formation français, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, quand on dit que 4, alors c'était en 2022, j'ai pas réussi à trouver ce 2023, en tout cas pas complet. 2022, on a 4 centres de formation qui ont 100% de réussite au bac. Alors les heureux lauréats sont Monaco, Reims, Strasbourg et Brest. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, tant d'un côté pour le niveau de l'éducation nationale, hein, que les footballeurs, qu'une classe entière de footballeurs soient tous bacheliers. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le football et pour le baccalauréat d'une manière générale.
l'objectif est que les gamins soient formés, qu'ils aient le bac ou pas, à la limite, c'est pas mon problème. Et qu'il faut que le bac soit quand même un peu difficile. Faut pas non plus, sinon, pardon, mais si même les footballeurs l'ont facilement, je suis pas sûr que ce soit une bonne raison, en tout cas, de le Après, ça brandir comme inclut, ça. ça inclut les filières professionnelles aussi, je crois. Oui, c'est un club, mais tant mieux pour eux. Enfin, je conteste pas ça. Je dis simplement, si on prend une analyse un peu plus large, je suis pas certain qu'il faille absolument s'en enorgueillir, d'autant que ça se saurait si les formations, si le bac était une ouverture professionnelle. Enfin, c'est de fait pas du tout le cas. Malheureusement, tout le monde a le bac maintenant. Le principe de l'éducation, c'est la distinction. C'est-à-dire, si tout le monde a le même diplôme, ça sert à rien d'avoir un diplôme. C'est le principe du diplôme. C'est ce que la gauche a du mal à comprendre parfois. C'est que c'est le principe de distinction. Hein. Évidemment, les mêmes chances, tout le monde va avoir les mêmes chances, simplement tout le monde peut pas avoir le diplôme. Hein, sinon, ça sert à rien d'avoir un diplôme. Donc, est-ce que les footballeurs sont destinés à avoir le bac? Peu importe, je m'en fiche, c'est pas le problème. En revanche, éduquer les footballeurs à comprendre ce qu'ils sont en train de faire, à comprendre le milieu dans lequel ils évoluent, et à comprendre le métier qu'ils veulent exercer, est déjà une tâche énorme et qu'on remplit absolument pas. Donc, on en reviendra peut-être dans la discussion après. Retenir juste une chose, on a créé des centres de formation qui ont rempli leur mission, à savoir former à la chaîne des profils similaires de joueurs. Merci beaucoup Thibaut. Et David, à ton tour. Ouais, alors Thibaut a mentionné le taux de réussite absolument extraordinaire dans tous les sens du terme, même au sens premier du terme, de nos footballeurs au baccalauréat, ce qui est remarquable, mais dans le sens, moi, ce qui m'étonne, c'est que paradoxalement, le taux de réussite, donc de conversion entre un joueur qui rentre en centre de formation et un joueur qui atteint le niveau professionnel est inverse. C'est-à-dire qu'il est de 1 à 5%, là où le taux de bachelier, en fait, est de quasiment, atteint des scores de dictateurs, qu'ils soient africains ou non. Donc moi, ce qui me surprend, très franchement, c'est que on se focalise sur le fait de former des gens à la réussite athlétique, alors qu'on devrait plutôt les former à l'échec. Les former dans le sens les préparer, les prévenir. Éduquer, c'est aussi prévenir, c'est alerter, c'est empêcher. Moi, quand j'éduque ma fille, c'est aussi la prévenir des dangers, lui tenir un discours de vérité, lui dire que bien évidemment, il y a beaucoup plus de chances quand tu rentres dans un centre de formation d'échouer que de réussir. En tout cas, dans le monde dans le monde dans lequel il s'entraîne, dans le secteur professionnel. Donc, moi, ce qui me choque et me désole, c'est cette espèce d'abandon, de dénuement dans lequel les centaines, voire les milliers de jeunes apprentis footballeurs, une fois qu'ils sont mis à la porte du centre de formation, généralement, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des documentaires ou lu des témoignages de joueurs qui sont exclus de centre de formation, c'est assez lapidaire. C'est un entretien de 10-15 minutes avec le directeur du centre de formation, ou parfois c'est même le message est passé via l'agent ou la famille, et c'est un rêve donc de plusieurs années, voire de plus d'une décennie pour certains, qui s'envolent. Donc je vais vous donner quelques chiffres sur ce que représente l'échec dans les centres de formation. Donc il y a 1 à 5% des jeunes qui intègrent un centre de formation qui finissent dans le monde professionnel. Au Royaume-Uni, il y a 5 jeunes sur 6 qui ont signé donc un contrat, eux ils appellent ça un scholar, mais un contrat d'apprenti, qui ne sont plus dans le monde professionnel à 21 ans. Donc même parmi ce pourcentage très faible, le fait de signer un contrat professionnel ne garantit aucunement que ton avenir professionnel, financier et économique sera garanti par le football. Pour venir directement mettre les pieds dans le plat, le problème de la santé mentale, il y a eu des études qui ont été faites dans les centres de formation chez heu, les exclus des centres de formation. On estime à 38 le nombre de jeunes en centre de formation ou exclus des centres de formation dans les 3 ans qui souffrent de graves problèmes psychologiques, donc de tous les cas de dépression, contre 12 diagnostiqués de la population française. Ah, bien évidemment, tout le monde en fait ne se fait pas diagnostiquer, ne se fait pas aider, mais on passe quand même du simple au triple. Ce week-end, il y a
Cole Palmer qui a marqué donc avec Chelsea. Et moi, ce qui m'avait choqué, enfin, ce qui m'avait interpellé à l'époque, c'est justement le témoignage de Cole Palmer où le colocataire à l'académie, pour le coup, c'est l'académie de Chelsea, qui s'appelle Jeremy Westin, s'était suicidé 2 jours après avoir appris qu'il était que Manchester City, qui pourtant se fait fort de former des hommes et non pas des footballeurs, qui place ses joueurs dans les meilleurs établissements privés de Manchester, qui a même construit des établissements privés pour éduquer ses joueurs, ne lui a pas proposé de contrat professionnel. Donc, ça, c'est des chiffres et c'est un vrai état de fait. Et il y a un message ambivalent qui est envoyé, c'est-à-dire que depuis le début de leur vie, tous les jeunes qui intègrent un centre de formation sont de toute façon considérés comme les meilleurs, que ce soit les meilleurs dans leur quartier, les meilleurs dans leur club, les meilleurs dans leur région. Avec Thibaut, on a joué dans dans la même région. On Vous a n'étiez pas les toujours meilleurs. Hein. non, mais on avait un niveau plus que correct et on a tous connu ceux meilleurs à ce petit Il niveau, avait un en bon pied fait. gauche. Il avait un bon pied gauche. Il était pas mal. T'es toujours Non, mais on gaucher, a toi? tous. T'étais gaucher, Non, toi, mais à faut le l'époque? dire maintenant, les gars, vous avez inspiré Olivier Tom tous les deux. Enfin, faut le dire. Et Non, non, on était tous les deux gardiens. exactement. Mais t'étais gaucher, David. C'est ça, t'étais gaucher, Oui, non, à tout à l'époque? fait. Ouais. Tout à fait. Il m'avait traumatisé, je me souviens. Il m'avait pris mon poste en sélection. Donc, Il était numéro 3, j'étais numéro 2, il est passé Tout numéro 2. s'explique. Bon, laisse finir David. Ouais. Et je l'ai vu une fois et je me dis putain. Alors, après, on vous a joué en coupe, vous nous avez mis une rouste. C'était, je me souviens, Saint-Quentin, Compiègne. Thibaut, tais-toi, exactement. laisse finir David. J'ai des flashs avec lui. J'ai des flashs. Non, mais ce que je veux dire, c'est Non, qu'il mais ce qui est incroyable, c'est qu'après, on s'est retrouvés, mais genre, il n'y a Oh pas là longtemps. là, il s'arrête jamais. 20 ans après. 20 ans On après. dirait moi. le On centre- dirait c'est Putain, mais moi. vrai, c'est c'est incroyable. Coupe le micro, coupe le micro. Non, mais et n'est pas non plus pris en compte le fait qu'il y a une barrière culturelle où, dans certaines familles, dans certaines cultures, accepter l'échec, accepter de se faire aider, notamment sur le plan psychologique, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Il y a également le souci du retour à la vie réelle, du manque d'accompagnement au retour à la vie réelle, parce qu'il faut savoir que quand un joueur se fait enfin, pas exclure, mais quand il se voit fermer les portes du monde professionnel, il passe d'une structure privée, relativement luxueuse, avec des cours particuliers, avec un environnement moderne, dans un milieu qui est, sans faire de caricature, généralement populaire, avec un environnement populaire, avec des infrastructures, même des lieux de vie qui n'ont rien à voir par rapport à ce qu'il a connu, avec des amis qui ont soit intégré le monde professionnel, footballistique, le monde professionnel non footballistique, ou alors qui sont en université. Donc il a un âge où il est grosso modo confronté à son échec, absolument seul. Et c'est quelque chose qui peut être problématique. Donc en fait, on voit, c'est un peu comme la nécessité de réinsérer les détenus d'une prison classique. Il faudrait faire des efforts pour réinsérer le détenu d'une prison dorée. C'est-à-dire que ces jeunes qu'on a complètement extraits de leur milieu d'origine, qui est, donc je le répète, régulièrement populaire, à qui on a fait miroiter ou pas, mais en tout cas qu'on n'a pas du tout préparé dans l'échec, et qu'après qu'on recrache dans la société, dans le monde professionnel, sont suivis avec les drames, mais de plus en plus réguliers que ça implique. J'ai lu donc un article de The Athletic que je donnerai peut-être en recommandation sur Matt Langston, qui a été dans l'académie, qui a connu 2 échecs successifs. Donc, il était à Derby County, qui est une académie très renommée de Championship. À 16 ans, il n'a pas été gardé. Il était allé à Mansfield, un club de 4e division. Les clubs professionnels anglais en 4e division ont des centres de formation. Il n'a pas été gardé et il a fini à 18 ans à être magasinier à Tesco, chez Tesco, qui est une grande chaîne de supermarchés, pas forcément d'entrée de gamme, et avec des collègues qui étaient soit en échec donc professionnel ou qui n'étaient pas du tout dans sa catégorie d'âge. Et alors, c'est trop facile de faire un lien entre son suicide qui est arrivé donc 1 an après et son exclusion du centre de formation, mais il avait témoigné de son mal-être à maintes reprises. Personne n'était formé sur place pour l'écouter, pour l'accompagner.
Et c'est quelque chose avec des conséquences dramatiques. Le non-suivi, le non-préparation à l'échec et le non-suivi des joueurs de centres de formation qui sont recrachés par le système tous les ans, ça a des conséquences absolument dramatiques. Alors, il y a quelques solutions. Enfin, j'ai fouillé, j'ai réfléchi. En France, ne se focalise quasiment que sur l'aspect sportif, où les clubs estiment suffisant de fournir un passeport numérique, c'est-à-dire c'est une clé USB avec les meilleurs clips, en fait, avec les données physiologiques et les clips, les highlights, si vous voulez, des joueurs, et d'organiser des essais. Donc pour les joueurs refoulés des centres de formation, pour les aider à se réinsérer, mais dans le milieu footballistique uniquement. Pourtant, le code du sport impose un suivi parapsychologique et psychologique obligatoire. Donc il y a un article du code du sport, qui est le 231.6, qui impose le suivi psychologique à tout footballeur ou joueur professionnel pour continuer à, à s'accomplir dans la profession. On pourrait aussi penser à des obligations de suivi pendant 4-5 ans, une fois que le club aura refoulé donc le joueur, avec un partenariat avec des entreprises, un partenariat avec des universités. Et là encore, c'est très, 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 très rarement fait. Ou alors avec une indemnisation post-départ, où le joueur a pas un pécule financier pour commencer une entreprise, pour se former, ou alors le choisir en mensualité pendant les quelques années qui suivent son départ du centre de formation, pour l'aider au moins financièrement à se réinsérer dans la société. Et je trouve que il y a un véritable fossé entre ce que le joueur pense obtenir durant ses années de formation et la réalité et les chiffres sont là terribles, du joueur de football une fois sorti du centre de formation. Et il y a des conséquences trop graves. Les clubs de football ne peuvent pas se targuer de former des hommes, mais aussi des athlètes, et de laisser les déçus du système, et il y en a énormément, sur le côté, et à la merci d'un monde auquel ils ne sont pas du tout préparés. Merci beaucoup David. D'ailleurs, je sais qu'il y avait un super documentaire à Arte, je crois, sur un jeune du centre de formation du Havre Ouais, qui qui est se fait disponible sur recaler. Netflix. Voilà, c'est ça. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce doc. Je Alors, sais je pas peux si te le vous avez retrouver parce que le. alors, je ne l'ai pas re-regardé, je l'avais vu, et j'ai vu qu'il était sur le catalogue Netflix. Ouais, Ouais. bah, en tout cas, il était vachement bien. Je vais chercher ça là pendant la revue de presse de Flo pour vous donner la recommandation exacte. Mais ouais, vraiment un On super l'avait déjà document. recommandé à l'époque aussi. Peut-être qu'on l'avait déjà fait, je ne savais plus si on l'avait fait dans cet épisode ou dans cette émission ou dans un autre podcast. Enfin bref, je vous donne la recommandation à la fin de la chronique de Flo. Et bah Flo, je te laisse la main sur ta petite revue de presse hebdomadaire. Alors comment ça va messieurs? Toujours en place, malgré les bruits de couloir incessants? Vous avez finalement traversé ce remaniement sans grande turbulence en bon ténor du comex que vous êtes. En même temps, il vous aime bien, l'empereur Macron. Aznar, pardon. Faut dire qu'un prof qui ne soutient pas la NUPES, un philosophe qui n'a plus grand-chose à faire, Ruud Solferino, et un banquier comme homme le plus à gauche de la bande, vous aviez de quoi te plaire à Valentin, toujours aussi adroit qu'à droite. Enfin bon, fallait encore voir son habileté verre en main vendredi soir par moins de degrés à Bauer pour comprendre qu'à une certaine heure, même Val, il est plus à droite qu'à droite finalement. Vous l'aurez compris, la grosse actu de la semaine, c'était le très attendu remaniement du gouvernement et la nomination de notre nouveau Premier ministre, Monsieur Attal. Alors non, pas le niçois, David, non, je vous rassure, c'est vrai que Manu, il est en roue libre en ce moment, mais de là à nommer Youssef Attal à Matignon, ce n'est quand même pas pour tout de suite. Non, mais vous imaginez bien qu'un président qui nommerait un nouveau ministre ou une nouvelle ministre entrant mise en examen ou condamné, ça serait dingue quand même, non? Bon bah non, finalement, il l'a fait aussi. C'est fou quand même, Macron, il prend les figures des Républicains, les idées des Républicains, et maintenant il copie même les manières. On se croirait aux plus belles heures du RPR ou de l'UMP dans les Hauts-de-Seine. T'as rien compris, Val? Comment dire pour toi? Rachida Dati à la culture, c'est un peu comme imaginer Francis Gillot sur le banc du Barça ou Jérémy Janot à l'éducation nationale. Ouais, mais au moins tu vas te marrer. Ouais, c'est vrai. Ça, tu te marres. Hein. En prof d'histoire géo, ça c'est peut vrai être pas qu'avec mal. Francis Gillot, on rigolait pas beaucoup par contre. Peu de respect pour le dernier entraîneur qui a ramené un titre à Girondins de Bordeaux. Merci. Et Girondins de Bordeaux en Coupe d'Europe. Bon, bien évidemment, vous l'aurez compris, le tout nouveau Premier ministre s'appelle bien évidemment Gabriel Attal, sorte de Kylian Mbappé en marche, de Warren Zaïre-Emery de Matignon, et peut-être qui sait dans 3 ans de Faris Balouli de la politique.
En tout cas, niveau volume de jeu, ce n'est pas trop ça. Pour le petit Attal, seulement 6 kilomètres en carrière à 34 ans entre l'école alsacienne, Sciences Po, l'Assemblée nationale, le ministère de l'Éducation nationale et maintenant Matignon. Ce n'est quand même pas fameux, va falloir un peu muscler son jeu et aller au contact, Gabriel. On s'éloigne de l'empereur Macron Ier pour parler d'un autre empereur, Franz Beckenbauer, qui s'est éteint la semaine dernière, on en avait déjà parlé. L'occasion pour Sheriff Guémour de rendre le plus bel hommage qui soit sur le site de SoFoot au défenseur le plus grand et le plus classieux de l'histoire. Un invincible double ballon d'or qui ouvrit la voie à une Allemagne nouvelle dans la recherche de la rédemption d'une nation vaincue. Si, ça existe, Val. Un gamin dont la gifle reçue à l'adolescence aura changé l'histoire du foot. Un Kaiser qui s'est inventé un poste, celui de libéraux, tout en faisant de l'extérieur du pied une marque déposée, tout aussi soyeuse que banale, gagnant tout sur son passage en Bavière avant de s'ouvrir les portes du nouveau continent, de briller comme coach avec la Nationalmannschaft et le Bayern, puis en tant que dirigeant de son club de toujours. Le tout en ne craignant jamais d'afficher ses couleurs politiques d'homme clairement de droite. Évidemment, il n'aurait pas renié une pige de consultant au Figaro, qui s'est intéressé de son côté cette semaine à l'accord tumultueux passé par le maire de Marseille, Benoît Payan, et l'Olympique de Marseille concernant le loyer du stade Vélodrome, et présenté dans un premier temps comme une victoire, chose rare il est vrai ces derniers temps sur la Canebière, mais un bail qui interpelle et divise la classe politique de la cité phocéenne. Car lorsqu'il était encore dans l'opposition, l'édile marseillais en poste depuis 2020 jugeait pourtant les 5 à 6 millions de loyers par saison bien trop faibles, comparativement au coût total de l'infrastructure qui pèse sur une ville endettée à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Estimant au passage qu'il n'était pas question que les Marseillais payent à la place de Franck Macourt. Si l'accord présenté en décembre en grande pompe par Payan semblait répondre à la recommandation de la Chambre régionale des comptes avec un loyer de 8 millions d'euros, l'adoption et le vote au conseil municipal a révélé quelques largesses au bénéfice de l'OM, remettant en cause la somme communiquée officiellement, comme l'explique Mathilde Sey. Notamment une clause stipulant que le loyer était convenu compte tenu des prévisions, et là on va bien rigoler, de participation du club à la phase de poule de Ligue des Champions. Un vulgaire copier-coller de l'ancien contrat laissé malencontreusement dans la nouvelle version, se défend la mairie. Mais pour cette même part variable du loyer, le nouveau contrat établit que le calcul ne se fera non plus sur le chiffre d'affaires, mais désormais sur le revenu brut d'exploitation. Un indicateur automatiquement plus faible que le chiffre d'affaires, et surtout, qui est plus une donnée déclarative qu'aucun commissaire aux comptes n'est tenu de vérifier. Régulièrement négatif. Donc en fait, si tu veux, il n'y aura jamais de part variable. Exactement. Et cette fois, le changement a bien été opéré contractuellement sans oubli. Et surtout, toujours à l'avantage du club. La défense des services de l'hôtel de ville, le diable est dans les détails. Ah, sacré folklore phocéen. Alors qu'à Paris, sur le sujet du stade également, tout est plus clair. Nasser Al-Khelaifi accuse à demi-mot la mairie de gauche de racisme anti-arabe face à la volonté des élus parisiens de ne pas vendre le Parc des Princes. Un dérapage qui crispe encore un peu plus les relations entre les deux parties, bien loin des cadeaux entre amis marseillais. À tel point qu'Anne Hidalgo aurait carrément demandé à Nicolas Sarkozy, proche de Nasser mais pourtant bien loin d'être l'allié politique de cette dernière, de jouer les entremetteurs pour renouer le dialogue entre l'hôtel de ville et le club, comme le révèle Arnaud Herman dans les colonnes de l'équipe. D'un côté, un énième coup de pression du PSG allant jusqu'à poser un ultimatum et laisser entrevoir un départ dans le fin fond des Yvelines, de l'autre, des déclarations politiciennes et électoralistes des agents de la mairie. Heureusement, un homme est là pour nous éclairer sur ce sujet qui a peur les plus fidèles supporters rouges et bleus. Entre deux soufflantes en face de Daniel Riot dans l'after, un certain Thibaut Leplat prend le temps de poser sa philosophie dans la revue du même nom, écrivant: un stade, c'est une sensation primitive, vous plongeant dans ces vertiges de lumière et de bruit, comme l'avait peint Nicolas de Staël en 1952. Un tableau d'ailleurs vendu 20 millions d'euros il y a peu, en 2019, soit à peu près la moitié de ce qu'offre la direction du PSG à la mairie pour acheter son joyau de Parc des Princes. Mais surtout une rareté dans le milieu artistique français qui ne se mêle guère au foot. L'œuvre d'un homme, de Staël donc, pourtant peu au fait du ballon rond, mais qui trouvait l'émotion et l'inspiration de ses propres vertiges, autant que ceux de milliers de spectateurs présents dans le stade. Mettant surtout le doigt dans l'exacte blessure qui menace celui qui confie au football quelques mêmes rituels de sa mémoire, comme tu l'écris dans ton édito, Thibaut. Moi, j'avais 6 ans, en novembre 2001. Rai fêtait son jubilé lorsque j'ai découvert le Parc des Princes. Transporté par le bruit, les lumières, ses virages, cette pelouse parfaite de verre qui tranchait avec le rouge des fumigènes finissant de s'évaporer dans la nuit noire. J'y retournerai 1 fois, 10 fois, 100 fois, pleurant Ronaldinho sur le banc, vibrant comme jamais contre Twente, tremblant face à Caen, m'emmerdant dans un stade muet après 2010, malgré le spectacle d'Ibra, bien que martyrisant l'OM tous les ans, avant de m'abonner peu après le retour des Ultras. Si Paris est mon club, le Parc des Princes est ma maison, 407 est ma section. Du Parc, je suis fidèle probablement autant que du PSG, je suis amoureux. Alors non Nasser, non Anne, je n'irai jamais à Montigny-le-Bretonneux. Bravo. Bravo Flo. Et n'oublions pas aussi que le Red Star, c'est uniquement à Bauer.
Et C'est très important. n'oublions pas de lire l'édito de Thibaut quand même, qui est Exceptionnel. sans flagornerie aucune, qui est remarquable. N'oublions pas aussi d'acheter un micro à Flo. Ouais. Parce que il fait d'excellentes revues de presse, mais par contre, au niveau Niveau radiophonique, c'est technique, catastrophique. Ouais, il a Ah, toujours des c'est problèmes. Hein. Moi, ça fait qu'1 an et demi qu'on fait des podcasts ensemble. Non, Moi, ça fait 3 ça ans fait que je me le 3 ans, hein. farcis. c'est Ouais, non, intimiste, mais c'est intimiste. je parlais du Comex. Ouais, c'est vrai, ça devient intimiste. Je laisse tomber. La recommandation que je vous citais tout à l'heure, c'était Au pied de la gloire, le petit documentaire d'Arte qui est Exactement. disponible sur Netflix d'après David. On va lui faire confiance là-dessus. Absolument. Merci en tout cas, Flo, pour ta Ça chronique. se voit assez rapidement dans le documentaire qui sera pas pro par contre. Hein. Je sais Oui, pas c'est si- vrai. Ouais, ouais, c'est exactement. Mais il a un côté très touchant, en vrai, le Ouais, gamin. je suis complètement Il d'accord. est vraiment super. Parenthèse sur le Nicolas de Staël, j'ai un mec qui m'a écrit et qui m'a expliqué que le tableau était codé et que tu le mettais à l'envers, tu voyais écrit Stahl. Je vous laisse. Ah ouais? Ah ouais? Je m'enverrai si ça vous Et intéresse. c'est pas un truc qu'il a fait sur tous ses tableaux? Si. Si. Il m'a envoyé, j'ai un fichier, un drive, et il m'a envoyé plein de docs là-dessus. J'ai pas eu le temps de tout regarder. Un mec au States qui est un collectionneur qui m'a écrit à cause de ça. Ah, franchement, c'est Très bien. Ok. Bon, et ben écoutez, Super. merci C'était beaucoup en tout super. cas, Flo. Voilà. C'était super. Non, mais c'est vraiment super. Merci beaucoup, Flo. Et je me permets de faire donc un petit rappel de ce que vous avez dit dans cette première partie à la question: peut-on éduquer nos footballeurs? JB, tu dis que penser ne s'impose pas et ça ne se fait pas seul. C'est pourquoi la question d'éduquer nos enfants, nos footeux est nécessaire. Éduquer est une nécessité pour performer aujourd'hui. Justement, on éduque sur tous les aspects pour faire en sorte que le joueur s'exprime le mieux possible. Malgré ça, l'éducation du footballeur est déficiente. Il y a un manque d'éducation financière, par exemple, un manque d'éducation sur la santé mentale, un manque d'éducation sur la communication. On parle partout de l'éducation, mais pas dans le monde du football. Peut-être parce que éduquer, c'est aussi un coût, alors qu'on se rend compte que les joueurs qui sont les plus éduqués, c'est ceux qui vont le plus loin. La question de l'éducation, elle pose un problème selon toi, ça le sortirait du conservatisme de son milieu. Et dans le rapport politique du footballeur, il n'y a pas d'intérêt à l'éduquer, sinon il s'émanciperait. Thibaut, tu fais la distinction entre former et éduquer. Qu'est-ce que la formation? La formation, c'est donner forme à quelque chose, c'est l'action mécanique de donner une silhouette et un contour à un matériau, alors que l'éducation, c'est permettre à l'individu de sortir de sa condition, s'émanciper. Et donc, il y a une véritable différence entre les termes et tu t'interroges pour savoir si le rôle des centres de formation, c'est d'éduquer. À l'époque, on produisait des objets à la chaîne. Doit-on faire pareil avec les joueurs? Doit-on les reproduire ou faire en sorte qu'ils s'émancipent? Tu poses un problème quand on veut éduquer des joueurs, on ne peut pas remettre en question. Non, pardon, il ne faut pas. Oui, exactement. On ne peut pas remettre en question le milieu dont ils viennent. Tu donnes l'exemple du baccalauréat dans les centres de formation qui est un critère de réussite, mais tu t'interroges de savoir si les footeux doivent-ils tous avoir le bac ou devraient-ils plutôt connaître et savoir vivre dans leur milieu d'origine? Et selon toi, les centres de formation ont formé et pas vraiment éduqué. Quant à toi, David, tu dis qu'on forme des gens à la réussite alors qu'ils devraient former à l'échec, prévenir des dangers. Les conséquences de ça, c'est qu'énormément de joueurs dépriment après leur passage en centre de formation. Tu cites quelques chiffres sur l'échec. Un joueur sur 5 ne finissent pas pro. Un joueur Non, sur 1 à 5% finissent pro. 5%. Ah, pardon, 5%. Mhm. Et du coup, c'était 6% ou 1 sur 6, s'il te plaît? Non, c'est 1 à 5% finissent pro. Et 5 ans après avoir signé aspirant, il y a Ouais. 5 jeunes sur 6 qui ne sont plus dans le circuit professionnel. D'accord, OK. Bon, bah, je les avais mal Donc, notés. Et tu dis aussi que 38% des joueurs exclus ou non retenus des centres de formation ont des problèmes psychologiques par la suite. Tu cites évidemment le témoignage de Cole Palmer, dont le colocataire à Manchester City s'est suicidé. Tu parles aussi de barrières culturelles. Dans certaines cultures, l'accompagnement psychologique est quelque chose qui n'est pas accepté. Tu parles de la difficulté de réinsertion sociale après le centre de formation qui est aussi très compliqué, avec des nouvelles structures, des amis qui font des métiers différents. Tu fais des parallèles avec la réinsertion des détenus de prison. Tu parles de prison dorée des centres de formation. Et tu proposes aussi quelques solutions. Le fait que le code du sport impose un suivi psychologique de tous les joueurs refoulés. Envisager aussi des programmes de réinsertion avec des clubs et des entreprises, ou proposer des indemnités de réinsertion après les centres de formation. Voilà globalement ce que vous avez dit dans cette première partie. Alors, normalement, je vous relance, je vous laisse rebondir. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous savez comment ça se passe l'accompagnement? Alors, j'ai cité les États-Unis dans mon introduction parce que c'est quand même un pays référent sur la formation, enfin l'éducation justement chez les sportifs. Est-ce que vous savez comment ça se passe dans ce pays-là pour les personnes qui sont en situation d'échec? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux fait ou est-ce que c'est Rien, quelque chose qui... Rien non plus? rien.
Aux États-Unis, tu parles? Ouais. Rien. Ah, bah, non, en fait, même te dire qu'aux États-Unis, il y a rien qui est fait pour ceux qui réussissent aussi, puisque, enfin, ça sera ma reco, mais avoir le pourcentage de joueurs qui sont en situation de faillite personnelle. Donc, en fait, tu peux te déclarer en faillite personnelle aux États-Unis. C'est 65% des sportifs qui sont en faillite personnelle au plus tard 2 ans après l'arrêt de leur carrière. Alors, le footballeur, il n'y a rien à envier, hein, puisque bien évidemment, Neymar était en faillite personnelle à 20 ans. Il avait acheté 2 bateaux à 20 ans, Neymar, avec un salaire de Santos. 2 yachts, il avait acheté. Donc, après, c'est les joueurs anglais aussi, avec une culture de la consommation beaucoup plus développée. Il y a David James qui a été 2 fois en faillite personnelle. Il y a Wes Brown, il y a John Arneris, il y a Craig Bellamy. Ils sont beaucoup, beaucoup. Après, il y a question des pensions alimentaires, voilà. Mais non, sur l'accompagnement, il n'y a rien. Mais en France, alors j'ai été très surpris, positivement surpris. Il y a un super dispositif qui s'appelle le système de pécule de fin de carrière, qui a été mis en place par l'UNFP, comme quoi l'UNFP peut servir, qui te Qui garantit. permet de le placer après sur des fonds d'investissement bidons. C'est magnifique. Alors, C'est un j'allais y magnifique, venir. c'est une magnifique J'allais y installation. venir. J'allais y On dirait une venir. installation artistique, tu sais, de Beaubourg. C'est une performance. Non, mais alors, Tout seul. Et après, ça disparaît. non, mais en plus, ce que j'allais y venir, mais ce que Thibaut dit, c'est qu'il y a un système, c'est une indemnisation pour les joueurs. Après chaque année passée en pro, en fonction de tes revenus, tu as minimum 9100 euros donc, par année en pro. Donc, quelqu'un qui a fait 5 ans en pro, de 16 à 21 ans, il aura quand même 45 000 euros. Donc, c'est soumis à imposition, mais pour se réinsérer dans la société. Et il y a une belle tradition qui fait que les joueurs les plus fortunés, ceux qui ont le mieux réussi, abandonnent en fait ce droit à indemnisation qui est replacé dans un pot commun, qui est redistribué. Mais comment s'appelait Thibaut? Tu te souviens le mec de la Ligue qui Ouais, avait je sais plus, avec Philippe Pia, là, qui a Exact, recommandé Philippe. des placements dans l'immobilier dans des lotissements. Exactement, voilà. Et donc, en fait, malheureusement, l'UNFP, Philippe Pia, proposait donc contre, bien évidemment, Ouais, parce rémunération qu'il des disait, bon vestiaires. voilà, nous on ramasse des sous, on gère Voilà. on va les aider, on va créer une boîte d'agents. Ils ont fait agent, tout ça au mépris de tous les problèmes des conflits d'intérêts, ça leur passe Exactement. à 3 km. Boîte d'agents, et en plus, dans la boîte d'agents, on va faire des placements financiers. Alors, un deuxième, voilà. Non, Donc, mais c'est ça qui est évidemment, incroyable, ça n'a pas fonctionné. Voilà. alors que l'idée de base est excellente. C'est-à-dire que avoir un espèce de pécule de fin Enfin, de c'est carrière. Toto qui a une idée, quoi. Enfin, excuse-moi, mais. Oui, non, Ah oui, tu parles de ça, oui, d'accord. Si tu veux, le pécule, Non. si tu veux. Headshot. Non, non, mais mais ah l'idée tiens, de si on était pécule. agent. Non, si, quoi. mais je te parle de l'idée du pécule de fin de Ouais, carrière ouais. est excellente. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y ait une espèce de partie du salaire qui soit Ouais, non, prélevée mais quand. alors attends, oui, si tu veux. Oui, pardon, mais si on éduquait les footeux, les footballeurs avant, Ah, mais on est complètement d'accord. si on Mais les formait, on leur apprenait un métier, on leur apprenait à penser l'époque dans laquelle ils vivent, si on avait au-delà de la si gestion on de avait des fortune et filières universitaires d'équivalence, de diplômes de centre de formation qui donneraient droit à une entrée en bac plus 3, bac plus 4 dans une université, si on avait des systèmes le SCP de le fait. bourse, Romain le Bilong, SCP, notamment, Sciences Po le fait en partie aussi. Ouais. Et c'est peut-être là la plus-value du système américain. Évidemment, parce que la performance sportive donne droit à accéder à une formation universitaire d'élite. Exactement. Chez nous, la performance sportive t'empêche d'avoir accès à une formation d'élite. Moi, la preuve, j'ai suivi ces cursus-là, j'ai dû arrêter mon cursus football pour pouvoir faire une prépa. Parce que je voulais pas faire un BTS ou un bac STMG. Pardon, malgré tout le respect et pour que j'ai pour Michel Sardou, le bac G. Tu peux pas avoir. C'était très difficile en France à une époque, je crois que c'est toujours, d'avoir une ambition d'élite sur les deux plans. Pas simplement de faire les bonnes études, faire à la fois l'élite dans le sport et l'élite dans l'université. Ce qui est possible aux États-Unis. Léon Marchand, hein, ils ont Léon Marchand. Vous avez encore une fois un cordon sanitaire, encore une fois une séparation entre le monde du sport et le monde universitaire. Et parce que chacun se protège, personne ne veut financer ça, et donc tu parles du pécule, oui, d'accord, le pécule si tu veux, mais c'est un vieux problème français. On va créer une usine à gaz invraisemblable qui va se finir par verser des primes, hein, on va finir par verser du fric à des gens plutôt que les former.
Moi, je veux bien qu'on file C'est pas vraiment de une prime, c'est l'argent. quelque chose qui est mis de côté. On les force à thésauriser. Ouais, mais je comprends ce que tu dis. Mais c'est quoi enfin, je rappelle cette phrase de, de Mikhail Gorbatchev. Le seul pays où le communisme a fonctionné, c'est en France. Voilà. Donc là, on a un exemple typique d'un système communiste, en fait. Moi, je veux bien. Moi, pardon, moi, je suis un libéral et vous finissez par vous en rendre compte. Je pense que je crois en la rationalité des acteurs. Je crois pas nécessairement en leur vertu, mais en tout cas, leur rationalité. C'est-à-dire que si on éduque les gens correctement, si on leur apprend à penser, on leur apprend un peu à éviter de dire trop de conneries ou à s'intéresser un peu au monde qui les entoure, d'eux-mêmes, ils prendront des décisions. Et parfois, la bonne décision, c'est justement pas de thésauriser. Parfois, c'est de tout cramer. Parfois, ça t'aide. Si ça dépend, en fait, des parcours. Parfois, il vaut mieux dépenser pour pouvoir ensuite se retrouver dans une situation d'urgence, en fait, ce qui te permet d'agir. Beaucoup ont besoin de ça. Donc, ça dépend, en fait. Donc, oui, sur le papier, je trouve ça intéressant, David. C'est une belle initiative, bravo, ça sent la France du général de Gaulle. Bon, ok, mais ça résout pas le problème, de base, qui est de dire qu'est-ce qu'on fait de nos gamins dans les centres de formation quand on a 95% d'échecs. 95%, parce que 5% de réussite égale 95% d'échecs. Ouais, c'est ce que je disais dans mon propos. Ce sont des centres d'élite. C'est pas fait pour former tout le monde. C'est pas l'école républicaine, les centres de formation. C'est l'équivalent des classes prépa, c'est-à-dire que tu as un C'est l'équivalent des classes prépa. Et encore, les classes prépa, à une époque, les classes prépa, notamment littéraires, c'était une voie de garage. C'est-à-dire que tu avais qu'une année, tu foirais tes concours, après, tu étais obligé de repasser 2 fois, 3 fois, et tu recommences à la fac en première année. En classe prépa, t'attireras peut-être pas au PSG, donc à HEC, mais t'atterriras à Lorient, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire quand tu fais une classe prépa. Oui, et puis t'as des équivalences. Exactement. T'as beaucoup d'équivalences. À notre époque, on est une des premières générations, notamment dans les prépas littéraires, il y avait des équivalences pour passer des concours dans des écoles de commerce. T'as cette tradition. On sait, la paradoxe, c'est qu'en France, on sait faire les formations d'élite. Ça, c'est notre grande spécialité, un vrai savoir-faire français sur les établissements d'élite, les formations d'élite et les capacités à les intégrer au système. On sait faire des gens qui passent des trucs d'élite, qui les foirent, qui ratent des concours. Moi, je passais ma vie à rater des concours, mais qui, malgré tout, ont un métier, ou malgré tout, apprennent des choses. Malgré tout, ont un certain esprit de corps. Les gens qui ont fait des prépas, bon, ils se reconnaissent entre eux un peu. Hein, il y a un côté un peu Highlander. Comment ça se fait qu'un gamin qui fait un centre de formation, après, soit livré à lui-même? C'est invraisemblable. 95%. 38, tu dis, David, les chiffres sont éloquents. 38% de dépression. Et encore, ça, c'est les chiffres déclarés. Donc, voilà, tu as différents degrés dans les dépressions. Ouais. Après, c'est invraisemblable, on prenait un petit peu le système américain en exemple et je suis assez d'accord avec vous sur ce sujet. Tu parlais de Léon Marchand qui est formé dans une très très grande école, très très grande université, en plus d'être un sportif de haut niveau. Je crois que c'est la même chose aussi aujourd'hui pour Maxime Reynaud qui est attendu à la draft NBA mais qui rêve surtout d'intégrer la NASA et qui est à Stanford à l'université. Donc pareil, le cursus grandes écoles mélangé aux sportifs pro. Pour autant et pour l'avoir vécu, oui, ils sont mieux formés et ils ont accès à une formation qui est bien plus importante qu'en France. Pour autant, le système est quand même très très brutal aussi aux États-Unis parce que le système ne permet pas de rêver et on voit des gens qui arrivent à se faire virer de centre de formation, voire à passer outre, même si c'est encore une fois des chiffres assez dérisoires, mais qui arrivent à vivre en grimpant les échelons petit à petit. Aux États-Unis, il n'y a pas cette possibilité de gravir les échelons. Le système s'arrête à la fin de l'université et le sport chez les adultes n'existe que très peu en dehors des ligues fermées et des drafts. Même si, de fait, si on s'en tient purement au réel, en termes de sport et en termes d'université, je pense que dans les 2 cas, les États-Unis sont premiers. Donc, c'est que quand même, voilà. Non, mais sauf qu'ils sortent avec un diplôme qu'ils peuvent revendre. Enfin, nous, c'est la grenouille qui se compare au bœuf, quoi. Donc, je veux dire, moi, j'ai un ami qui a fait Rutgers, qui a joué au tennis pour Rutgers, qui est une université du New Jersey qui est complètement correcte. Il a 1 point, je crois, ATP, mais à côté de ça, il avait un diplôme de Rutgers et il s'est inséré professionnellement de façon impeccable. Mais c'est nous, nos centres de formation, alors on les appelle des académies. Quand on ne peut pas changer le réel, on change le mot. Hein. Quand on ne peut pas changer le réel, on change les mots. Moi, je veux bien, bravo, que les gamins aient le bac, très bien. Mais c'est pas une insertion professionnelle et c'est absolument pas un critère. Ce que je regrette, c'est que dans les centres de formation, on fasse pas ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire une formation d'élite sur les 2 plans. Et que on n'apprenne pas les gamins à penser, et que surtout, au moment où ils signent leur contrat aspirant, au moment où ils ont le bac, c'est terminé.
La formation est terminée, alors que tu te formes toute ta vie, et a fortiori quand tu es dans un milieu comme le milieu du football. Alors, on leur envoie des stats, on leur envoie des types qui vont faire leur com, on leur envoie des gestionnaires de patrimoine, ça Des y va, tous les agents, consultants et des agents, mais on les forme pas. On les C'est forme pas à penser, on les forme pas même à ce qui se passe dans le monde. On l'a vu sur le conflit israélo-palestinien, la prise de position d'Attal, c'est une prise de position d'ignorant. Ça s'arrête là, en fait. C'est-à-dire, ce sont des gens qui préfèrent, qui sont pas formés, qui sont pas éduqués, qui ont aucune idée de l'histoire du conflit israélo-arabe, qui ont aucune idée de la position française sur la question, qui sont complètement largués. Lui-même, dans son procès, est totalement largué. Et on en a comme ça à l'appel des exemples de gamins qui sont largués, en fait, Mais et d'autant qui essaient. plus que les centres de Voilà, formation bénéficient de subventions publiques et bénéficient aussi souvent de largesses, que ce soit dans la concession de terrain, de permis de construire. Donc la puissance publique pourrait obliger Mais un ce que tant je soit dis, peu, c'est en fait. que les clubs, oui, mais moi je parle pas des joueurs mineurs, je te parle des joueurs professionnels. C'est-à-dire de continuer à avoir, je sais pas, c'est des types qui s'entraînent 2 heures par jour. Alors moi je veux bien, c'est fatigant, etc. Ok, oui, il faut aller à la muscu l'après-midi. Ok, bon, tu peux écouter un podcast, hein. Au lieu d'être sur Instagram, tu peux écouter le Comex. Et encore, non, mais tu peux regarder un documentaire sur le sport aux États-Unis. T'es pas obligé de faire que des trucs d'intellectuels. Je vais pas les mettre devant la grande librairie, etc. Je vais pas leur refaire un cours sur Aristote. Mais tu peux les intéresser à ce qui se passe dans le monde, en fait. Ce qui se passe dans le monde et leur montrer ce qu'il y a. Mais pour ça, il faut être guidé. Pour ça, il faut avoir des gens qui leur montrent, qui a une capacité d'initiation. Il faut qu'il y ait des guides, il faut qu'il y ait des maîtres. Moi, je te dis, je connais un type comme Valdano qui le faisait avec les mecs du Real, mais il faut que tu aies des gens qui ouvrent des fenêtres, sur le monde dans lequel ils sont. Et c'est comme ça qu'on arrivera à, Il y a à rattraper ce qu'on appelle Il y les a un erreurs mec de qui est com. génial. Tu Il y a vois, un mec qui est génial, c'est Graham Potter, donc l'ancien entraîneur de Brighton, Des cours de de Chelsea, théâtre. d'Östersund, à Östersund. Donc il est arrivé en 4e division suédoise. Tu sais, en fait, lui, il a entraîné à l'université. Il est retourné à l'université après sa carrière. Il a entraîné une équipe à l'université. Et à Östersund, il a monté une pièce de théâtre avec ses joueurs. Donc avec les locaux. Et il a même monté une comédie musicale où ses joueurs devaient chanter, danser. Lui, il a dansé en fait dans la comédie musicale. Et c'est pour. Non, mais ça peut paraître un peu grotesque, mais en fait, c'était pour non, mais justement pourquoi pas? sensibiliser. Enfin, quelque chose d'autre, quelque chose qui ne soit pas du Exactement. foot. Éveiller ses joueurs, On se sensibiliser forme toute sa ses vie. joueurs. Un des problèmes de ces joueurs-là, c'est qu'on n'a pas de mentorat. On n'a plus la figure de l'entraîneur est complètement dévalorisée. L'agent est maintenant à la solde du joueur. Il y a plus un mec. Pourquoi un mec comme Ferguson a eu une telle importance dans le football? Parce que c'était et tous les joueurs que tu vois, comme on regarde sur Beckham, encore une fois, on le voit, mais pareil, Kanto dit la même chose, Giggs dit la même chose. Il parle de Ferguson, pardon, JB, je te laisse la parole. Je termine juste là-dessus. Pourquoi Ferguson? Pourquoi Giroud? Pourquoi ces types-là sont si importants? Parce qu'ils ont une importance fondamentale dans la vie de ces gamins-là. Parce que ils disent c'est comme mon père. Oui, ça fait quoi un père? Ça fait pas faire des tours de terrain, hein. Ça, tout le monde peut le faire, ça. Ça te donne des conseils, ça te dit fais ça, ne fais pas autre chose. Ça t'aide à choisir. Voilà. Et c'est ça dont on manque. Ça te met à Stanislas aussi. Oui, éventuellement. Il y a une très bonne piscine à Stanislas. Ouais, mais à Stanislas, tu remarqueras, alors, je vais prendre l'exemple du gâteau privé que je connais un peu, c'est que systématiquement, on leur fait faire du sport. Et on part du principe que le sport permet aussi de développer l'esprit. Et tu as le lien entre les deux. Alors après, on peut parler du côté réactionnaire de Stan, etc. Faut pas être dupe, mais on est sur des établissements d'élite. Ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, dans le foot, de haut niveau, on dit ouais, c'est pas possible. La NBA, qui génère plus de revenus derrière, est capable de le faire. On prend par exemple quelqu'un comme Phil Jackson. Phil Jackson, il est connu dans son management pour systématiquement offrir des livres à ses joueurs. Eh ben tant pis. On a reperdu JB. Je l'ai parlé de Steve Kerr, sinon, mais Phil les Jackson, Lakers, je pense c'est qu'il comme allait ça. parler de son rapport au yoga, notamment. Oui. Phil Jackson, il a écrit beaucoup là-dessus. Mais pareil, qu'il a été un mentor pour beaucoup de joueurs, à commencer par Jordan. Mais il y a une fonction comme ça de mentorat qu'il faut assumer, en fait.
Et comme l'expliquent tous les joueurs qui sont passés, et aujourd'hui, David, tu suis aussi la NBA, c'est presque la moitié des coachs aujourd'hui de NBA qui sont passés par l'école Greg Popovich dans une de ses équipes à un moment, Ouais, bien les sûr. Spurs, et qui a beaucoup influencé en ça, et notamment un coach comme Steve Kerr, qui est un fils de diplomate qui a été d'ailleurs tué Oui. Ouais. au Liban ou en Égypte, et qui a beaucoup insisté sur l'éducation de ses joueurs alors qu'il avait des superstars comme des Steph Curry, et il a beaucoup insisté à son arrivée sur des choses qui peuvent paraître dérisoires mais qui sont bien éloignées du terrain. Ah, Mais parce qu'on Wenger, prend. Ouais, Wenger, mais on prend l'éducation des joueurs comme si c'était un diplôme universitaire qu'il fallait absolument qu'ils passent, qu'ils obtiennent. C'est pas ça l'éducation. Éduquer, c'est s'émanciper. C'est-à-dire, c'est se sortir de sa condition. C'est voir autre chose que ce que tu fais tous les jours. C'est voir autre chose que ton milieu. C'est voir autre chose que des mecs du foot. C'est juste c'est ta capacité à ouvrir tes yeux, en fait. Mais ça demande il y a un texte très célèbre de Kant là-dessus, dans Qu'est-ce que les Lumières? Il dit ça demande énormément de courage, parce que c'est très confortable de payer quelqu'un pour qu'il pense à ta place. C'est très confortable de ne pas prendre de décision et de laisser les autres le faire. De ne pas ouvrir les yeux. C'est quelque chose de très confortable à vivre. Mais les Lumières, c'est ça. C'est sapere aude, ça veut dire et le courage de savoir. Ça demande un petit peu de courage. surtout tourner en ridicule en fait tous ceux qui pensent ou tous ceux qui essaient de réfléchir. Enfin, il y a cette, que ce soit Farioli, Régis Lebris, Bielsa, dès que ça tourne mal, il y a toujours en fait, si tu veux, ce petit rire un peu sardonique, ceux qui attendent en fait que ceux qui énoncent leurs pensées, qui osent réfléchir, le dire, l'affirmer, l'expliquer. euh, dès que ces gens-là se plantent, il y a toujours toute une horde en fait qui attend au coin du bois en disant que le football c'est pas pour penser, c'est pas pour réfléchir, que c'est simple. Après, je pensais pas nécessairement à eux, je pense pas Ah, nécessairement moi j'y la pense, figure moi de j'y l'entraîneur. Je pense que c'est l'avenir du joueur. C'est-à-dire que les joueurs, on n'apprend plus aux joueurs à s'étonner, en fait. On n'apprend plus aux joueurs à accepter qu'ils ne servent pas à grand-chose. Et que le monde est vaste, et que dans un centre de formation et chez les joueurs professionnels aussi, la fonction de l'encadrement, je dis pas forcément de l'entraîneur, mais de l'encadrement d'un club, parce c'est d'ouvrir ça, Sauf que d'ouvrir Thibaut, je pense que maintenant, malheureusement, et tous les entraîneurs te le disent, c'est qu'il y a beaucoup trop de voix autour du joueur. C'est-à-dire que l'entraîneur a l'oreille du joueur 10% du temps. Et le reste, c'est la compagne, c'est l'agent d'image, c'est le concierge, c'est le père, c'est le cousin, c'est l'ami d'enfance. Et il n'y a pas de hiérarchisation des voix. C'est-à-dire que avant, tu avais au grand maximum un impresario. Mhm. Les parents n'étaient pas vraiment au fait, ils n'avaient même pas d'intérêt d'ailleurs dans la carrière de leurs enfants parce que bon, c'était pas non Mhm. plus une amélioration significative de la situation pécuniaire du foyer. Et il y avait l'entraîneur. Mais désormais, il y a trop d'intervenants. Il y a les followers, il y a les médias. Enfin, c'est devenu. Et je te dis pas qu'il faut baisser les bras, hein, mais c'est vrai que c'est difficile pour l'entraîneur s'il n'y a pas une structure Tiens, adéquate. j'ai Justement, retrouvé. vas-y. Ouais, non, mais là-dessus, justement, j'ai retrouvé juste la phrase de Kant là-dessus, qui est très intéressante dans Qu'est-ce que les Lumières? Il dit: Paresse et lâcheté sont les causes qui font qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les ait affranchis, il est si commode d'être sous tutelle. Si j'ai un livre qui a de l'entendement à ma place, un directeur de conscience qui a de l'inconscience à ma place, un médecin qui juge à ma place de mon régime alimentaire, je n'ai alors pas moi-même à fournir d'efforts. C'est difficile d'arracher. Ce qu'il dit plus tard, c'est difficile d'arracher l'homme à son état de tutelle. C'est très difficile. Et c'est pour ça que ça demande, il y a un risque. Et ce risque-là doit être pris par les clubs, doit pas être, et doit inciter les joueurs à prendre ce risque-là. Faut pas dire ça à Alain Delon, parce que putain, Hmm. Bah non, mais en vrai, c'est pour ça aussi que moi, je suis très content de faire un podcast avec un banquier, un philosophe et un mec qui fait de la géopolitique parce que c'est des domaines où je n'y connais absolument rien et ça me permet d'en apprendre un petit peu plus sur. Mais même pas forcément sur le football, parce que nous, on utilise le football pour parler. Bah non, non, mais clairement, Ce que je veux dire, parle pas- moi, je vais te dire, moi, mon rêve, c'est de dire que tu vas voir un joueur et tu dis voilà, je t'ai sélectionné tel podcast, tel truc, tu regardes ça cet après-midi, on en reparle ensemble après. Toi, tu t'intéresses à quoi? Je sais pas, les sectes aux États-Unis. Bon, bah, très bien, intéressons-nous aux sectes, intéressons comment ça fonctionne, etc. Et d'avoir un retour et pas avoir des mecs perdus sur leur réseau à regarder n'importe quoi et à relayer ensuite n'importe quoi parce qu'eux s'imaginent que le monde du savoir, c'est ça, c'est dire n'importe quoi.
Donc, et c'est dramatique parce que tu vois que les dirigeants sont largués et qu'on a des gamins de 20 ans qui sont complètement livrés à eux-mêmes. D'ailleurs, tous ceux qui ont une pensée un chouïa bien formulée, tout de suite, ils passent en fait Ouais, pour des... pour des intellectuels. On a retrouvé JB, on va juste lui donner le mot de la fin avant de passer au reco, les gars. Bah, le mot de la fin, c'est essayer d'offrir le plus possible aux joueurs. C'est le meilleur moyen de les rendre performants sur et en dehors du terrain. Le jour où on comprendra ça, on passera un cap. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Si Mbappé paraît aussi intelligent, c'est qu'il est dans une famille de profs et qu'il a eu des cours jusqu'à récemment. Et ça, on a tendance à l'oublier, c'est que les projets Mbappé, c'est les projets où on donne la parole aux uns et aux autres et on fait réfléchir les gens. Eh bien, parfait. Eh bien, messieurs, merci pour cette 14e épisode. On va quand même clôturer avec nos recommandations. On garde notre ordre habituel de l'épisode. Et donc, JB, je te laisse commencer. Alors, si vous avez envie de connaître l'abjection, je vous conseille de lire Mediapart et de vous abonner. C'est formidable, hein, on parle d'un enfant. Sinon, si vous Alors, voulez tu précises juste sur le cas Castera. sur le cas D'accord. AOC, ouais. Sinon, je vous conseille le roman national des marques de Raphaël Lorca. C'est plutôt intéressant de voir comment on peut penser la marque autrement. Voilà, c'est pas brillant, mais ça a le mérite d'être intéressant. Tu vas être content, Mallorca. Tiens. C'est la On embrasse, recommandation on embrasse. le moins Merde, mais enthousiaste. bon, quand tu es aux toilettes, Non, mais en fait, c'est le genre de livre, genre d'essai. Tu lis l'introduction et la conclusion, c'est bon, il y a déjà tout. En fait, ça sert à rien de la C'est suite. En fait. exactement ça, Thibaut. C'est-à-dire que Il y a une les idée, 100 en pages fait. du Il y a une milieu, bonne idée. voilà, une il bonne y a idée. une idée, il la travaille et il a tout à fait compris quelle était l'époque. C'est-à-dire, tu as une idée, tu la brandes sur 120 pages, surtout tu la racontes bien à tous les journalistes qui vont jamais lire les 120 pages, et derrière, t'en vends quelques milliers Et d'exemplaires. 120 pages, dis donc, c'est. Tu dis, c'est pour. 120 pages, c'est pas un livre très gros. Hein, qu'est-ce que j'aime quand il rigole comme ça. Ouais. Non, mais- Quand il rigole avant de dire ce qu'il pense. non, Il et se satisfait c'est le lui-même. sarcasme du censeur. C'est le sarcasme du censeur. Vas-y, Non, Thibaut, c'est enchaîne que- avec c'est ta reco. oui, c'est le marketing de gauche. J'ai vu, c'est Voilà. le bouquin où Toujours. comment tu peux, Il retombe tu sur peux ses parler du pieds. marketing Ça, tout en c'est la étant de Fondation gauche. Jean Jaurès. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Ils C'est sont Pierre, extraordinaires. c'est tous ces Non, gens mais c'est la brillants. gauche française. C'est que Pierre Rondeau, on t'embrasse. Allez, Et vas-y, la enchaîne. gauche française, c'est vraiment un naufrage intellectuel. Donc, le recommandation, la revue de l'After qui vient de sortir sur la CAN avec une nouvelle formule. Alors, vous avez ici trois contributeurs comptant dedans. Nouvelle formule qui fait la place aux opinions, un peu plus aux opinions. Vous avez des textes plus courts, ce que moi j'aime bien parce que vous avez des textes beaucoup plus nerveux. Et je trouve que la presse française en sport avait besoin, en toute simplicité et en toute humilité, a besoin de ce débat d'idées, a besoin de cette confrontation d'opinions. Mon rêve, c'est qu'un jour, bon, je pense pas qu'on aura ni l'argent ni le temps, et puis peut-être ça me coûtera un divorce, qu'il y ait une vraie revue d'opinion de football hebdomadaire. Le vrai format, ce serait l'hebdomadaire. Comme on fait Il y un peu avait eu un ici. truc comme ça qui s'appelait. C'était pas Quel Foot ou Ouais. dans les années 90, Ouais, un truc enfin, très tout. lointain. Avec une espèce de maquette un peu Ah ouais, hétérodoxe, si je puis dire. c'était Ouais. sordide, mais Voilà. Bon, moi, je précise hebdomadaire de standing, ah oui. de qualité. Mais sinon, ça sert à rien. On fait je préfère vendre des porte-clés, je gagne un plus d'argent. Donc, Je t'imagine tellement vendre des porte-clés au pied de la Tour Eiffel. Il était en train de refermer la couverture et de partir en courant. Mais des porte-clés. Tu veux pas que ça- Des porte-clés imposables TVA. Ouais, bah, forcément. C'est ton côté Je paye mes impôts, monsieur. Je paye mes impôts, monsieur. Le porte-clés niçois, quoi. Bon, David, je te laisse. D'ailleurs, je n'en suis qu'au début de la revue de l'After, mais le petit article de David est excellent. Je le recommande. C'est à la page 3, hein, David. J'en suis à la page 10, a priori. Je l'ai Voilà, reçu. il est c'est la lentement, page, Il y avait c'est un la page week-end 10, avec ouais. le Star. Voilà. La Voilà. page 10, ouais. Vas-y, David. T'as pas eu un mot par exemple, sur la collaboration de Valdano. C'est-à-dire, t'es passé directement à David Guzman, ça te parle Bah plus si, que celle de Valdano. Valdano. Attends, c'était sur quoi Valdano Je déjà? t'emmerde, C'est la Thibaut, deuxième, le singe et Il y a beaucoup de l'ordinateur. gens, il y a beaucoup de Ah gens oui, qui, c'est ça. qui- Mais je préfère David Guzman que Jordi Valdano, Je rappelle qu'il y a Adrien Thomasson aussi comme Oui. chroniqueur. qui est très bien aussi sur André les affaires. Valdano et David Guzman.
Voilà. Si un jour on m'avait dit que j'écrirais un Je côté. te rassure, tu es en face de Winamax, hein, donc ça va. Bah, c'est On t'a cohérent. bien En même placé. temps. On t'a bien, C'est on t'a cohérent. bien Ouais, c'est vrai, placé. c'est cohérent. On t'a bien placé. Vas-y David, vas-y, ta petite reco, faut qu'on clôture. Alors, c'est un documentaire qui est trouvable sur Disney+ et sur YouTube. C'est vieux, c'était dans la gamme 30 for 30. C'est ESPN qui fait ça, qui s'appelle Broke. C'est sur la faillite donc financière des anciens sportifs américains tout de suite après leur carrière. Donc, tu as énormément de témoignages et il t'explique qu'il y en a qui ne comprenaient pas le mécanisme des impôts que tu payais après avoir. Non, mais certains sont assez naïfs, d'autres disent qu'ils se sont complètement perdus, qu'ils étaient complètement largués, qu'ils avaient fait des diplômes fantoches à l'université donc américaine. C'est uniquement donc, sur les sportifs américains, mais c'est un des meilleurs de 30 for 30 que j'en ai regardé énormément, mais c'est vraiment, vraiment à voir. Très bien. Flo. Et ben une fois n'est pas coutume, c'est un nouvel épisode de l'équipe Explore que j'avais lu qui était sorti je crois au mois de novembre ou décembre. Parle Qui bien devant s'appelle ton micro, Flo. Qui s'appelle Un ballon à la mer. En un mot, l'exil risqué des footballeurs tunisiens, écrit par Stéphane Lermite, pardon, et Stéphane. qui évoque les grosses difficultés que rencontrent les jeunes joueurs tunisiens, à la fois sociales, éducatives et aussi évidemment footballistiques, puisque les clubs tunisiens sont en pleine déliquescence. Le manque de moyens et ce qui les pousse évidemment dans un contexte politique en plus très compliqué à rejoindre coûte que coûte l'Europe, où bien souvent leur rêve n'aboutit absolument pas. Et c'est l'équipe Export qui est à la fois très intéressant et assez bouleversant sur la trajectoire de ces différents jeunes qui quittent tout pour finalement pas grand-chose. Eh ben écoute, je vais enchaîner, je vais clôturer cette émission avec une recommandation complètement dans le même thème, puisqu'il y a une très longue enquête de The Athletic qui est sortie la semaine dernière sur le football en Érythrée. L'Érythrée qui est une des pires dictatures dans le monde, Tiens, qu'on je me appelle rappelle. la Corée du Nord, la Corée du Nord africaine, et qui raconte évidemment comment des joueurs sont obligés de fuir leur pays pendant leur rassemblement en sélection, pendant leur déplacement à l'étranger, pour fuir la dictature. Et ils ont des témoignages d'anciens joueurs érythréens qui sont revenus au pays, qui ont galéré, etc. Et qui Pourquoi vous vous marrez, bande de cons, là? C'est pas marrant, on pouvait rigoler. Bah non, c'est pas marrant. Bon, voilà, en tout cas, l'article est vraiment C'est super. la une Corée grosse du Nord du lecture. Sud. C'est la Corée du Nord du Sud, voilà. Et l'article est vraiment super. C'est une vraie lecture, hein. C'est genre 30-35 minutes Non, de mais bien lecture, sûr. tellement il est long. Et c'est vraiment hyper bien foutu. L'Érythrée qui est surtout connue en tant qu'ancienne colonie italienne pour être très très performante en cyclisme. Qui a notamment pourvu Binyam Girmay qui était le premier cycliste noir africain à gagner une grande classique, mais des Daniel Teklemane, des Merawi Kudus qui ont brillé ces dernières années. Et justement, une des spécialités de l'Érythrée, c'est la gelato. Non, mais C'est ce qu'ils disent dans l'article. Florent Lisca, c'est vraiment Pierre Sled, quoi. Ça, c'est Et ce qui se tape Sophie d'avant, c'est vrai. c'est Sled 2, quoi. J'ai croisé Pierre Sophie Sled. d'avant à Deauville. Elle est vraiment avec William Lémergie. Ah ouais, t'as croisé Sophie Davant à Deauville, c'est marrant. Elle est ça. avec William Lémergie, je savais Elle est pas. avec William Lémergie. Elle est revenue à ses premières amours. Elle est avec William Il a Lémergie. quel âge William Lémergie? Il est pas. C'est 75-80 ans, hein. Ouais, c'est bon Willou, là. Bon, messieurs, je crois que les auditeurs vont nous lâcher définitivement si on commence à parler de ces gens-là. Donc, je vais clôturer cette émission. Merci les gars pour ce nouvel épisode, très constructif une nouvelle fois. N'hésitez pas à participer sur notre cagnotte LOSO ou à vous abonner, à partager, à liker, à mettre des petites étoiles, c'est très important pour notre référencement. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça, vous avez tous les liens sur nos réseaux sociaux. Les gars, merci et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Bonne À bientôt. semaine. Ciao.